qui est un projet avec Mita, webinaire d'Optonic en collaboration avec le COPL. Et donc, je salue Luc Roby, qu'on a vu à l'écran, PDG d'Optonic. Mon nom est Sophie Larochelle, je suis directrice du COPL. Et donc, aujourd'hui, nous avons deux compagnies qui vont nous présenter leurs activités dans la région de Québec. Donc, on va commencer par Corps Active avec M. Vindang et ensuite Sienna avec Martin Guy. Donc, Vin, je vous laisse la parole. Peut-être partager votre écran si vous Oui, avez un d'accord. support visuel. Oui, oui, bien entendu. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, ça, c'est beau. Voilà, tout est beau. Mais avant de commencer, je veux quand même juste, dans le fond, faire une petite annonce. Là. Dans le fond, Corps Active, il y a eu quand même un changement au niveau de la direction qui s'est effectué très récemment. Nous avons changé de PDG. Notre, Notre nouveau PDG est Jean-Noël Marant. Il est entré en poste, ça fait, je vous dirais, plus d'un mois là, à peu près que ce changement a eu lieu. Il aurait aimé ça être ici, dans le fond, pour faire cette présentation de Coactive, sauf qu'avec le début d'un nouveau poste, c'est un petit peu plus difficile de trouver du temps. Là, donc vraiment, là, il est désolé de ne pas pouvoir être là, mais je vais essayer de prendre la relève justement pour vous parler de Coactive à ce moment-là. Donc, donc vraiment, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter Corps Active et quoi de mieux que de commencer, désolé, hein, que de commencer par vous un petit peu parler de Corps Active dans son ensemble. Donc, Corps Active, nous, on est une compagnie manufacturière de fibre optique. On développe et on fabrique de la fibre optique. Nous sommes une compagnie qui sommes dérivés de l'INO. Dans le fond, on a été fondé en 1998. Bien entendu, notre siège social est situé dans la ville de Québec. Au niveau des caractéristiques de la compagnie, on est le seul fournisseur de fibres ytterbium phosphosilicate pur, je vous dirais, dans le monde. Nous livrons annuellement plus de 1000 km de fibres optiques. Dans le fond, on exporte majoritairement. Nos marchés se situent beaucoup à l'international. Et nous avons également plus de 17 ans d'expertise en développement de fibres optiques, majoritairement pour des lasers à fibre haute puissance. Mais vraiment, pour donner un ensemble de l'historique de Corps Active, encore une fois, si je reviens en arrière, oui, on a été fondé en 1998. Je ne vous dirai pas toutes les dates importantes, mais je vais quand même en faire ressortir quelques-uns. C'est que, comme je vous disais, là, nous avions quand même 17 ans en termes de développement de fibre optique en laser haute puissance. Tout ça a commencé en 2009 avec l'évolution du temps. Une date quand même que je dois mentionner, c'est en 2016 où Corps Active a été acquis par Hans Laser, qui est une grosse compagnie dans le fond de manufacturière de systèmes laser en Chine. Donc, en 2016, nous avons été acquis par cette compagnie-là. Et justement, en 2017, on a également lancé une nouvelle ligne de produits qui est vraiment plus au niveau des lasers à fibre. Nous avons commencé par des lasers pulsés, puis nous avons continué, nous avons étendu notre gamme de produits avec des lasers haute puissance EW. Là, il n'y a pas de date ici, mais ce qui s'en vient pour Corps Active, c'est bien, dans le fond, je fais un petit peu un scoop. Là. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on s'enligne pour avoir un nouveau siège social qui va quand même rester dans la ville de Québec. Mais nous aurions un nouveau siège social, un nouvel emplacement, une nouvelle usine. Puis la date, restez à l'affût, ça va être annoncé bientôt pour justement la date de cette nouvelle usine. Puis bien entendu, quand on parle dans le fond de compagnie au Québec, on parle également, on regarde un petit peu les partenaires avec qui nous avons fait affaire. Premièrement, l'INO, oui, nous sommes dérivés de l'INO, mais on continue à avoir une collaboration avec eux. Nous avons des projets en conjoint avec l'INO. Également, nous partageons un petit peu les produits. Nous distribuons en fait des produits dérivés de l'INO en tant que tel. Un autre partenaire clé pour nous, bien entendu, c'est le COPL, l'Université Laval. Je pense qu'il y a différents projets qui ont été amorcés dans le passé. Je pense qu'il y en a également quelques-uns, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi, Sophie, si je me trompe, mais je pense qu'il y a également un projet
qui est en cours actuellement là, avec le COPL de ce côté-là. Et oui, avant d'avoir été acquis par Hans Laser, quand même, Hans Laser était justement un bon partenaire justement dans le développement des produits pour les lasers à fibre haute puissance. Oui, on a été acquis par Hans Laser, mais ça reste que Hans est quand même notre partenaire à ce niveau-là, vraiment au niveau pour le développement des produits de lasers à fibre haute puissance. Donc, Coreactive, une des particularités de Coreactive, c'est que nous sommes quand même une compagnie qui est intégrée verticalement, ce qui veut dire que nous avons le contrôle complet de notre processus de fabrication. Donc, tout se fait justement à notre siège, dans notre siège social dans la ville de Québec. Donc, on parle de la fabrication des préformes de verre jusqu'à l'assemblage et, dans le fond, la conception de laser à fibre et de composants. Donc, on fait vraiment on fait le complet. Et que mieux que vous mentionnez un petit peu, vous parlez de cette intégration que par des images. Donc, vraiment, on voit un petit peu ici, là, vraiment, on a tous les équipements nécessaires, justement, en partant du tige de verre jusqu'à la fabrication complète de la fibre. Là, on voit un petit peu là, les différents processus et tout ça est fait là, vraiment chez nous. Coreactive, malgré ça, on met beaucoup d'emphase sur le développement chez Coreactive, c'est qu'on reste quand même à l'affût des besoins du marché. On écoute les clients, nous assistons à beaucoup de conférences, de foires commerciales également pour parler à des gens, pour comprendre un peu les besoins des clients, un petit peu également pour savoir un petit peu vers la tendance du marché. Donc, le développement de produits est très fort chez Coreactive à ce niveau-là, car dans le fond, on écoute le marché, on répond aux besoins du marché, ce qui peut mener avec des collaborations avec différents partenaires. Je vous dirais, en 2021, un des développements de nouveaux produits marquants de 2021, c'est que nous avons conçu une fibre justement pour développer des qualités laser multimode de 4 kW. Et ça, je dois vous le dire que c'est une première mondiale pour vraiment pour ce type de cavité laser-là. Et dans le fond, nous avons même publié justement, nous avons eu une publication à Photonic West. Donc, si jamais il y a des gens qui sont membres et qui veulent vraiment connaître plus sur cette technologie-là, ils peuvent y assister. Sinon, nous en faire part et nous, on pourrait vous envoyer le PDF de ce développement-là. Bon. Je vais vous parler un petit peu plus de l'autre ligne de produits parce qu'on parle quand même d'une collaboration avec Hans Laser. Donc, ce qui veut dire une collaboration avec une compagnie chinoise. Dans le fond, c'est notre maison mère aussi. Et je vous dirais que c'est quand même une belle synergie qui s'est développée entre nous et notre maison mère, car Coreactive, si on regarde Coreactive, nous, on a une expertise au niveau de l'optique. Alors que Hans Laser, eux, ils ont vraiment une expertise au niveau de fabrication de systèmes laser, dans le fond, et même vraiment sur les applications à ce niveau-là. Donc, cet ensemble-là ou cette addition-là fait en sorte que nous avons réussi à concevoir, à vraiment créer une ligne de produits vraiment qui répond aux besoins du côté du marché industriel. Vous allez voir un petit peu plus loin, mais c'est un des marchés que nous ciblons le plus. Donc, si on le voit, là, le résumé en termes d'image, c'est que Coreactive, nous, on fournit de la fibre. Nous avons également conçu le design des modules de laser haute puissance. Sauf qu'au niveau de la fabrication à haut volume, c'est sûr et certain que ça a été transféré chez Hans Laser. Et justement, l'intégration ainsi que le montage de toutes ces unités-là se font chez Hans. Et nous, finalement, nous regardons le contrôle de la qualité de la performance. Et ça, c'est rapatrié chez nous par la suite. Donc, dans le fond, là, c'est un petit peu un résumé de tout ce que je vous ai dit. Là, suite avec tout ce qui a été dit, nous offrons deux gammes de produits. Donc, les fibres optiques, bien entendu, qui, dans le fond, nous avons une gamme, un choix varié de fibres actives et passives, vraiment pour différentes applications. Et de l'autre côté, nous fournissons également des lasers à fibre. On parle de lasers CW. Nous avons également des lasers à fibre pulsés de type MOPA, ainsi que des lasers bleus.
C'est sûr et certain, ces deux gammes de produits vont s'étendre avec le fil du temps, avec, dans le fond, les nouveaux designs qui vont arriver. Et on risque de quand même avoir beaucoup plus de produits là, dans un futur approché. Ça ne sera pas long. Excusez-moi. Ah, c'est beau. Bon. Au niveau du marché, comme je vous disais, Coractive, nous ciblons majoritairement trois marchés principaux. Mais par contre, ça ne veut pas dire que nous laissons tomber le reste. On est toujours, comme je vous disais, on est toujours à l'affût du marché, on est toujours à l'affût des types d'applications émergentes qui peuvent ressortir. Et si nous, on peut aider justement à ces applications, on va regarder cela, puis nous allons justement essayer de faire des développements de produits pour ces applications. Mais nos trois marchés principaux sont le marché industriel, la télécommunication et au niveau de la télédétection, excusez-moi. Donc, ça, c'est vraiment nos trois marchés. Là, je vais vous montrer un petit peu un aperçu au niveau de la fibre optique. Comme je vais peut-être un peu me répéter au niveau des marchés, mais je vais plus rentrer dans le fond. Au niveau de la fibre optique, les développements, ou du moins le portfolio de produits de fibre optique qui vont s'adresser aux trois marchés principaux que je vous ai dit. On parle beaucoup de conception de laser au niveau des traitements de matériaux. On parle des conceptions de laser pour la découpe et le soudage laser, le marquage gravure laser, ainsi que le nettoyage laser. Au niveau des télécoms, de la télécom, c'est sûr et certain que nous avons des produits de fibre optique qui vont servir à l'amplification optique. Nous avons également des fibres pour faire des atténuateurs, pour faire des réseaux de brague, ainsi que d'autres composants optiques qui vont servir au marché du télécom. Et en télédétection, nous parlons beaucoup plus du LIDAR. Donc, vraiment, nous avons des produits qui vont aider justement à la conception d'amplificateurs justement pour des véhicules autonomes, justement pour les capteurs de vent, la métrologie. On peut même aller parler de défense également un peu au niveau du LIDAR. Au niveau catégorie, c'est sûr, dans le fond, tout ce que je viens de vous dire, ça peut se définir avec différentes catégories de produits. Donc, au niveau industriel, nous parlons beaucoup plus de fibres Ytterbium. C'est ça, on parle de fibres dopées. Donc, Ytterbium pour, dans le fond, le traitement de matériaux. Nous avons également des fibres Erbium qui vont être beaucoup plus utilisées en télécommunication. Les fibres codopées, Erbium, Ytterbium, qui vont servir également pour le côté LIDAR. Et également, nous offrons également des fibres PM, dans le fond, à polarisation mécanique. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des fibres actives. Bien sûr, quand on parle de fibres actives, on a également une gamme de produits de fibres passives qui vont, désolé l'anglicisme, mais qui vont matcher ces fibres actives, les fibres actives que nous développons. Mais nous avons également d'autres types de fibres passives qui vont servir justement à la conception des composantes qui vont servir, là, qui vont fonctionner de pair avec les fibres actives là, dans les différents designs. Au niveau des lasers à fibres, donc c'est sûr et certain, encore une fois, les lasers que nous offrons est vraiment beaucoup plus, c'est vraiment des produits qui vont servir pour le côté industriel. Donc, ici, on a un petit peu un résumé des types d'applications dans lesquelles nous avons des produits au niveau du laser. Donc, comme je vous disais, le laser à fibre CW, haute puissance, c'est vraiment on parle de beaucoup plus pour la découpe laser, puis même pour le soudage laser. Donc, nous avons vraiment une gamme variée de puissances qui vont permettre d'offrir une flexibilité au niveau de la vitesse de découpe, ainsi que également des types de matériaux, ainsi que les épaisseurs des matériaux que nous allons pouvoir traiter. Au niveau du soudage laser, on parle de laser CW majoritairement. Il y a quelques applications potentielles avec des lasers pulsés, mais on parlerait plus d'un type d'application conjoint où le laser pulsé servirait à nettoyer la surface des plaques, dans le fond, des matériaux à souder, et par la suite, le laser CW va venir finir le travail en faisant le soudage. Et les lasers pulsés, bien entendu,
l'application principale des lasers pulsés, vraiment, c'est pour le marquage. Je vous dirais que vraiment, on parle vraiment de lasers pulsés nanosecondes qui sont vraiment utilisés beaucoup plus pour le marquage et la gravure en ce moment. Encore une fois, je vous montre des images un petit peu de nos produits. Donc, comme je disais, les lasers CW, nous avons deux types, les types cabinet ainsi que les types rack mount, le type rack mount dans le fond. Les types cabinets, on parle de puissance variant de 3 kW à 8 kW, alors que le rack mount peut aller de 500 watts jusqu'à 3 kW. Au niveau des lasers pulsés, on nous offre une gamme, comme je dis, la totalité de nos lasers pulsés sont des MOPA. Donc, nous allons de 20 watts qui peuvent aller jusqu'à 100 watts. Et au niveau de l'énergie, normalement, on parle de 1 millijoule par pulse. Ça, c'est vraiment le niveau d'énergie que ces lasers-là peuvent sortir. C'est un petit peu le standard du marché actuellement au niveau pour l'application du marquage. Une chose à noter, et ça, encore une fois, je pense qu'on se différencie beaucoup des compétiteurs, c'est que pour le niveau des lasers CW Coactive, on est les seuls qui offront 5 ans de garantie sur nos produits. Alors que de standard, on parlerait plus autour de 3 ans, autour de 2 à 3 ans au niveau des garanties. Et le nombre d'années additionnels peut se faire ajouter, mais avec un frais qui va s'y rattacher. Donc, avec dans le fond, ces deux gammes de produits, je vous l'ai mentionné au début, nous avons une présence internationale quand même assez forte. Notre siège social, bien sûr, est à Québec. Nous avons également un bureau de vente en Chine. Nous avons également un réseau de distributeurs quand même répartis. Comme vous pouvez le voir, ça peut aller du Royaume-Uni. Nous avons même des distributeurs au Japon, en Corée, ainsi que dans d'autres pays. Donc, voilà. Dans le fond, voilà, c'est un petit peu l'aperçu complet de Coactive. Si jamais vous avez des idées de collaboration, nous sommes toujours ouverts à entendre les idées. Puis si nous pouvons collaborer ensemble, ça serait super. Donc, si vous avez des questions, je suis ouvert pour y répondre. Merci beaucoup. Excellent, ben merci beaucoup. C'est vraiment toujours impressionnant de voir les progrès qui sont faits au niveau de la fibre, au niveau des lasers et tout ça. Surtout la fiabilité quand on pense aux hautes puissances, là, c'est vraiment impressionnant de réussir à atteindre ces performances-là. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat ou encore dans la section questions et réponses. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui a attiré l'attention d'Alain Villeneuve et je dirais la mienne aussi. Si vous avez mentionné les lasers bleus, oui. Donc, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle de diodes laser combinés, de conversion de fréquence? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un laser bleu? Le laser bleu, c'est des diodes combinées. C'est une technologie de diode. Je vous dirais Coactive, dans le fond, oui, on est majoritairement, on œuvre dans la fibre optique, mais comme je vous l'ai dit, ça, vu que c'est une synergie avec Hans vont développer quand même plusieurs autres technologies que juste avec de la fibre. Et ça, c'est un fruit de la collaboration. Nous, au niveau de la fibre, on va plus regarder au niveau du type de câble de livraison qu'on peut fabriquer pour s'agencer avec ces types de lasers. Mais au niveau de la technologie des lasers bleus, c'est vraiment une technologie de diode combinée. D'accord, merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, peut-être je vais vous demander, vous n'avez pas mentionné des marchés comme les capteurs, beaucoup, ou encore biophotonique ou des choses comme ça. Donc, je me demandais, quand vous décidez de développer une nouvelle fibre, j'imagine vous regardez le marché qui est associé. Quelle grosseur de marché ça prend pour justifier le développement d'une fibre? Je vous dirais, là, nous regardons beaucoup de potentiel. Du moins, au niveau du type de marché, on regarde le potentiel. Puis je ne vous cacherai pas quand même, et ça, je pense que c'est un enjeu pour plusieurs industries, mais au niveau des ressources, c'est sûr que nous avons une quantité de ressources limitées, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas toucher à tous les marchés en même temps. Par contre, je vous dirais que c'est des marchés qu'on regarde également, comme vous parlez de biophotonique, vous parlez du marché des capteurs. Ça, c'est vraiment, on regarde vraiment ces deux marchés-là de près.
Mais c'est sûr et certain qu'on a même des idées qui sont présentes, que nous analysons, qu'on regarde vraiment beaucoup. Et justement, dès que nous voyons que ça pourrait vraiment démarrer, c'est là que nous, on va analyser ça de notre côté à l'interne. Et justement, on va pouvoir créer des projets de développement de produits, si on peut dire ça comme ça, pour vraiment attaquer ces marchés. Donc, Donc au niveau de la grosseur, je vous dirais, parce que là, en plus, les deux marchés que vous m'avez mentionnés, c'est quand même, ce n'est pas des petits marchés. Les capteurs, je pense que on parle de plusieurs centaines de millions par année là, au niveau des capteurs. Si je ne me trompe pas, là, si je me fie un petit peu à ma mémoire de ce que j'ai lu, alors que la biophotonique là, également, là, on parle, c'est un gros marché. Mais en ce moment, ce qui nous restreint le plus, c'est vraiment la capacité de ressources que nous avons actuellement. J'ai une petite question, Sophie, si tu permets. Oui, oui, bien sûr. En fait, ma question, c'est dans le développement durable. C'est-à-dire que la fibre optique, doit avoir une fin de vie, éventuellement. Est-ce que dans la fabrication, vous prenez en considération qu'en fin de vie utile, il y a moyen donc de recycler ou en fait, est-ce que ça c'est pris en considération ou pas du tout lorsque vient le temps de concevoir donc une nouvelle fibre dans une perspective de recyclabilité? Excusez si je suis environnemental ce matin, mais c'est un enjeu qui me touche un peu. Personnellement, je ne pourrais pas vous répondre, je ne le sais pas. Je vais être honnête avec vous, je ne le sais pas. Je pense quand même que nous regardons cet aspect-là. Je pense que toute industrie va quand même avoir il va regarder le côté environnemental. Ce que je ne suis pas sûr, c'est est-ce que, vu que nous avons quand même des terres rares à l'intérieur dans le fond de nos fibres, est-ce que c'est recyclable? Je ne pourrais pas vous le dire, je ne m'y connais pas assez. Au niveau des types de matériaux, est-ce que c'est recyclable ou pas? Là, je ne pourrais pas vous le dire. Donc, désolé, je ne peux pas répondre à votre question directement, mais moi, personnellement, je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse à votre question aujourd'hui. C'est une bonne question. Je pense que tout le monde va être appelé à réfléchir à cette question-là dans le futur. Hein. Mm-hmm. Peut-être je voudrais vous demander, au niveau des lasers, est-ce que tous vos lasers, ce sont des fibres de silice ou vous avez d'autres types de matrices que vous utilisez pour les lasers? Ce sont majoritairement des fibres de matrice silice. Donc, surtout, dans le fond, comme je vous disais, les lasers que nous développons, c'est vraiment plus avec... c'est vraiment pour le marché industriel. Donc, c'est des fibres, je pourrais vous dire, c'est majoritairement des fibres ytterbium que nous utilisons à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment une matrice phosphosilicate. Donc, c'est des matrices silice majoritairement. D'accord. Donc, on a une question d'Hassan Kassi. Souffrez-vous du fait de vendre de la fibre optique à des clients qui sont des concurrents potentiels au niveau des systèmes laser? Non. Non, on regarde. Moi, je vois ça plus comme une opportunité. Et je pense que veut pas. Puis ça, je peux vous donner des exemples, mais beaucoup de clients qui, justement, développent ou conçoivent des lasers à fibre. Moi, je le vois également, je peux vous dire, je le vois en Chine, je le vois également à l'international. Ils regardent beaucoup plus sur la performance qu'offre notre fibre. Bien entendu, c'est sûr et certain qu'eux, dans leur manière de concevoir, il va y avoir des particularités que nous n'aurions pas sur nos produits laser. Donc, eux le voient. Du moins, j'en ai pas vu qui disaient que parce que Coactive conçoit maintenant des lasers, nous allons arrêter de faire avec eux. Parce que, comme je vous dis, nos fibres ont quand même des avantages qui leur permettent de pousser leur technologie, ou du moins leur design, vraiment à un autre niveau. Donc, pour eux, ça reste quand même un bienfait là, du côté de... C'est des bienfaits de la fibre qu'ils vont considérer avant tout. OK, donc peut-être j'oserais une dernière question. Ah, on en a une ici d'Alain Villeneuve. Avez-vous du développement pour des fibres extended L-band, par exemple, plus grand que 1610 nanomètres?
Oui, nous avons, oui, comme je dis, le développement de produits. Nous avons plusieurs développements de produits qui sont en cours. On regarde beaucoup les marchés. On parlait beaucoup de l'industriel, mais oui, nous avons également des projets, dont un des projets, justement, c'est justement d'étendre le réseau de télécommunications sur la bande L. Ça, c'est un des projets qu'on est en train de regarder. Donc, nous sommes en train de regarder cette possibilité de le faire avec une fibre. Donc, oui, la réponse est oui pour ça. Une autre question, avez-vous mentionné le marché militaire? Est-ce que vous êtes inscrit au programme CGP? Donc, Monsieur Desfonds. Dans le fond, au niveau militaire, défense, nous n'avons pas beaucoup de... C'est un marché qu'on veut adresser, je vous dirais. Nous n'avons pas de projet en cours vraiment lié au militaire ou à la défense. Et à ma connaissance, non, nous ne sommes pas inscrits au programme. Désolé, c'est le CGP, si je ne me trompe pas. CGP, oui. Oui. Donc, non, nous ne sommes pas inscrits à ce programme-là. Peut-être dans le futur, ce serait quelque chose que nous allons devoir regarder. Là, je vais prendre note et justement, on va pouvoir regarder ça là, à ce moment-là. OK, donc peut-être pour clore, là, moi, j'oserais une question qui serait par rapport à l'acquisition par Hans Laser. C'est sûr que nous, on était quand même assez inquiets de voir Coractive être acquis par une compagnie chinoise quand on connaît, je dirais, le grand potentiel de la Chine au niveau scientifique, leur connaissance, leur expertise au niveau des verres, etc. Donc, vous êtes là, vous travaillez. Donc, qu'est-ce que Coractive a d'unique qui fait que Hans Laser a besoin de vous comme ça? Puis, qu'est-ce qui vous permet de vous distinguer? Dans le fond, avant d'être rendu notre propriétaire, Hans Laser était quand même un client, si je peux dire, un client partenaire. Et je vous dirais que vraiment, là, une portion du développement, ou du moins de l'expérience que nous avons acquise par rapport au développement des fibres Ytterbium, c'est fait conjointement avec Hans Laser. Donc, ça va être mon opinion personnelle, mais moi, je vois que pour Hans Laser, c'était une opportunité qui était logique, qui était censée d'aller justement acquérir Coractive, vu que nous avions la technologie qui leur permettait de vraiment développer du moins de pouvoir augmenter leur portfolio de produits au niveau des lasers haute puissance. Donc, ça, pour moi, c'est une opportunité qui était logique et c'est une acquisition qui s'en allait vers vraiment de façon sensée. Et nous, de notre bord, moi, je vois ça justement comme une opportunité parce que ça nous permet justement d'étendre notre développement, justement, comme je vous disais, oui, c'est notre maison mère, mais c'est notre partenaire. Donc c'est notre premier, si on peut dire, testeur là, des produits que nous développons dans ce marché-là. Et pour s'assurer que tout va bien. Là, donc, moi, je trouve que c'est une opportunité. Et je vous dirais que notre technologie phosphosilicate, pour répondre directement à votre question, c'est vraiment la technologie phosphosilicate de la fibre Ytterbium qui serait l'élément primaire là, pour l'acquisition de Hans pour Coractive. Et Okay. on entend beaucoup parler là, ces temps-ci de l'acquisition de plusieurs petites compagnies par des grosses corporations. Là. Donc, je pense que on voyait ça s'en venir un peu. Là. Par exemple, Newfern qui a été acquis par Coherent, qui maintenant justement s'enligne à se faire acquérir par on ne sait pas qui encore, là, mais je pense que c'est ça, c'est des suites logiques, si je me trompe, si je le vois. C'est de ma manière que je le vois. D'accord. Mais merci beaucoup. Je pense que ça va clore cette première partie. Là. Malheureusement, on ne peut pas vous applaudir, mais on vous remercie beaucoup pour la présentation. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième partie de notre programme, qui est la compagnie Sienna, plus particulièrement la branche établie à Québec, et Martin Guy qui va nous présenter les activités. Merci, Sophie. Merci également là, à Optonic et au COPL là, de nous avoir invités à présenter nos activités, principalement au niveau des composants photoniques, les modules composants photoniques.
Donc, vous avez entendu parler beaucoup là, lors de la présentation précédente de plusieurs kilowatts. Donc, vous allez m'entendre beaucoup parler de plusieurs centaines de gigabits par seconde. Donc, on va changer un petit peu de domaine là, avec la présentation. Donc, peut-être commencer là, par une vue d'ensemble sur ce que fait Ciena, les produits de Ciena. Donc, Ciena est une compagnie de télécommunications. Donc, on offre des solutions de communication par fibre optique. Donc, vous voyez là, ici donc, les différents produits qui sont vendus à des clients, là, des opérateurs, des opérateurs web également. Donc, les AT&T, Verizon, Bell et tout ça, donc c'est nos clients. Donc, il y a une forte portion, évidemment, là, de hardware. Donc, on parle de 75% de nos revenus proviennent des plateformes hardware, donc le système de transmission par fibre optique. Il y a également une portion software. Donc, on offre également des solutions software pour l'automatisation du réseau de télécommunications à nos clients et la planification de leur réseau également. Et 15% de nos revenus également proviennent de services qu'on offre là, à nos clients. Donc, encore majoritairement très hardware, mais quand même, là, Ciena s'étend également là, dans des marchés là, de software et de services également. Dans le restant de la présentation, évidemment, je vais demeurer plus dans le hardware et on va plonger un petit peu plus là, dans ce qui se retrouve dans ces équipements-là au niveau des composants. À quel endroit on œuvre? Donc, vous voyez également ici là, différents segments de marché qui vont de la gauche à des segments qui sont un petit peu divisés en termes de distance à couvrir. Donc, à gauche, on parle de DCI, c'est pour Data Center Interconnect. Donc, de vraiment connecter des centres de données. Donc, on parle de liens là, qui peuvent aller jusqu'à quelques, mettons, 200 km maximum, mais c'est plus de l'ordre entre 50 et 120 km. Le réseau métropolitain, donc quelques centaines de kilomètres. Réseau longue portée, on parle de plusieurs milliers de kilomètres. Et évidemment, les liens sous-marins, où on peut aller jusqu'à 10 000 kilomètres sur la fibre optique. Donc, évidemment, chacun de ces segments-là de marché a des requis différents, soit en termes de performance, de dimension au niveau des composants, de consommation de puissance. Donc, on va voir un petit peu plus loin là, ces différents requis-là en fonction des différents segments de marché. Quelques chiffres au niveau de Ciena pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers. Ciena est une compagnie publique donc, qui se transige là, sur la bourse à New York. 3,5 milliards de revenus en 2020. Croissance quand même importante des revenus au cours des 3 dernières années, 8%. Donc, bonne position financière également. On a une position d'1,3 milliard de cash là, en banque. Point important, c'est que Ciena est reconnu également comme un leader marché. Dans tous les marchés qu'on œuvre, quand on regarde les analystes de marché, on est soit positionné numéro 1 ou numéro 2 dans les différents marchés dans lesquels on œuvre. Donc, on essaie vraiment d'être focus dans ces marchés-là, puis d'être évidemment le leader du segment qu'on adresse. 35, on est présent dans plus de 35 pays, donc avec une présence au niveau d'un centre de développement, un centre R&D, un bureau de vente, donc dans plus de 35 pays. 7000 employés. Ce qui est important de noter, c'est que dans ces 7000 employés-là, il y a quand même une très forte proportion, on parle peut-être d'à peu près 40% de ces employés-là qui font des activités de recherche et développement. Donc, c'est quand même une forte proportion d'innovation à l'intérieur de Ciena parmi les 7000 employés. Et finalement, on a plus de 1700 clients. Donc, si on plonge un petit peu plus dans le technique, vous voyez à gauche ici, c'est une plateforme là, de transmission, donc un terminal de transmission qu'on appelle le 6500. Ces terminaux-là se retrouvent aux extrémités d'un lien de fibre optique. Donc, par exemple, dans une transmission de Québec-Montréal, on pourrait avoir un châssis comme ça à Québec, un châssis comme ça à Montréal. Et entre les deux, évidemment, on a ce qu'on appelle la ligne, le line system, qui comprend, par exemple, les multiplexeurs, les démultiplexeurs, les amplificateurs et évidemment la fibre optique pour transmettre l'information.
Donc, ces châssis-là se retrouvent à chaque extrémité. Et à l'intérieur de chacun de ces châssis-là, on a ce qu'on appelle des cartes de ligne. Donc, vous voyez ici. Donc, on peut insérer dans ces châssis-là. Et à l'intérieur de ces cartes de ligne-là, on a ce qu'on appelle un modem, qu'on appelle modem chez Ciena, mais on peut également appeler ça transceiver, transponder. Donc, ce qui est vraiment la portion transmission, réception optique, donc qui est vraiment le cœur de cette ligne de transmission-là. Si on va un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail au niveau du modem, on retrouve différents éléments dans ces modems-là. On a des éléments d'électronique, évidemment. Dans notre cas ici, chez Ciena, on parle vraiment de transmission cohérente. Donc, c'est vraiment des systèmes cohérents. Donc, on a beaucoup de traitement d'informations qui doit se faire via l'électronique, qui est en bleu ici, et également des portions optiques qui est en rouge ici, où on a un récepteur optique, un récepteur cohérent, évidemment. On a un modulateur pour moduler la lumière de façon cohérente et un laser également qui est là pour agir tant au niveau de l'oscillateur local qui va vers le récepteur cohérent que vers le transmetteur cohérent qui envoie la lumière là, vers la réception. Ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un modem, donc, on a laser accordable, récepteur cohérent, très large bande, même chose pour le modulateur, et évidemment, tous les éléments électroniques, soit de l'électronique analogue, on parle des drivers, des TIA, et également toute l'électronique numérique, traitement de signal, et évidemment, les convertisseurs analogue numérique et numérique analogue. Donc, c'est toutes des choses qui sont des éléments vraiment clés pour les modems cohérents. Chez Ciena, on les appelle, ces modems-là, les WaveLogic. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler dans le marché là, de WaveLogic. Donc, c'est vraiment le brand name, si on veut, des modems de Ciena. Et tout ça pour mentionner que, évidemment, on considère ces modems-là comme étant très clés dans nos éléments de différenciation dans nos produits. Et on maîtrise à l'interne ces différentes technologies-là. Donc, on a décidé également d'avoir une approche où on avait à l'interne la capacité de développer les principaux éléments clés à l'intérieur de nos modems. Donc, on voit dans le marché en ce moment deux types de solutions émerger. Comme je mentionnais tantôt, dépendamment des requis marchés, on peut parler on doit avoir des systèmes qui sont optimisés pour la performance. Donc, dans ce cas-là, on parle vraiment de réduire les dollars par bit par kilomètre. On parle d'avoir le plus long lien possible, de couvrir le plus long lien possible en utilisant le moins de modems possible, donc pour réduire encore une fois les coûts. Et évidemment, on a besoin d'avoir beaucoup de capacité au niveau de l'analyse de données, du traitement de données numériques. Donc, toute la portion DSP et les ASIC sont extrêmement importants. Mais également, dans ces systèmes-là, on parle de très haut débit. En ce moment, on a des systèmes qui fonctionnent jusqu'à 800 gigabits par seconde par longueur d'onde. Donc, on a besoin d'éléments optiques, IO, donc c'est électro-optique, à très large bande pour faire fonctionner ces systèmes-là. Donc, c'est un type de produit qu'on a qui est vraiment optimisé pour les performances. On voit également des produits optimisés pour d'autres applications qui sont plus optimisés pour les dimensions et principalement la consommation de puissance. On parlait tantôt là, des connexions entre les centres de données. Donc, c'est un exemple où on doit vraiment avoir des solutions là, optimisées pour une très faible consommation de puissance et également qui vont pouvoir être utilisées dans ce qu'on appelle des pluggable optics, donc des petits modules où les dimensions sont extrêmement importantes. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a un assemblage là, de composants discrets qu'on peut retrouver, par exemple, dans des modems plus optimisés pour la performance. Dans le cas des modems optimisés pour les dimensions, on parle plutôt d'intégration photonique. Donc, on doit avoir vraiment minimisé le plus possible les dimensions. Donc, vous voyez ici, là, ce qu'on voit ici, c'est des composants traditionnels. Et dans le petit module que vous voyez ici, avec un DCU à côté, donc, on a vraiment un modem sur un chip, vraiment, carrément,
où on a tant l'optique que l'électronique qui est intégrée dans ces modems-là. Donc, c'est vraiment une tendance très forte dans le marché là, où on voit l'intégration photonique qui est vraiment devenue extrêmement important pour rencontrer ces besoins-là. Évidemment qu'on a besoin de DSP aussi. On parlait de l'autre côté de DSP. Dans ce cas-ci, on a besoin de DSP et d'optimiser nos DSP de façon à ce que la consommation de puissance soit vraiment minimale et avec un nombre des requis également optimisés pour ces applications-là. Donc, si on parle un petit peu d'intégration photonique, chez Ciena, on a 2 plateformes sur lesquelles on travaille pour développer nos produits, le phosphure d'indium et la photonique sur silicium. Donc, évidemment, on ne possède pas de fab, on est un modèle fabless. Donc, on travaille avec des partenaires pour la fabrication. Chacun de ces matériaux-là a des avantages. Par exemple, le phosphure d'indium, c'est une technologie qui est déployée depuis plusieurs années pour des applications principalement de haute performance. Et évidemment, c'est le matériau là, de choix pour les sources laser et l'amplification également. La photonique sur silicium, on commence à le voir de plus en plus également dans des produits qu'on appelle là, pour la ligne, des produits vers la fibre optique. Et ça nous permet de bénéficier de l'infrastructure qui est déjà en place au niveau des fabs, dans toutes les fabs silicium, donc pour faire de la photonique, mais avec des procédés qui ont été développés à première vue pour faire de l'électronique. Il y a également un très gros potentiel pour intégrer la photonique et l'électronique sur ce matériel-là. Donc, il y a souvent un débat dans l'industrie, quel est le meilleur matériau? Est-ce que c'est le phosphure d'indium? Est-ce que c'est le silicium? Dans notre cas, chez Ciena, on a les deux et vraiment, on choisit vraiment le matériau le plus approprié pour vraiment l'application qu'on veut adresser. Donc, on n'a pas une tendance plus photonique sur silicium que phosphure d'indium. On a vraiment le choix des 2 matériaux là, dans notre coffre à outils. Quelques exemples que je voulais vous donner là, de ce qu'on a réalisé, entre autres, là, dans l'équipe de Québec. On a ici un récepteur cohérent. Donc, on parlait tantôt de système cohérent. Donc, vous voyez ici le récepteur cohérent. Juste pour vous donner une idée des dimensions, là, on parle de 1 par 2 cm là, environ là, pour ce produit-là, avec quelques millimètres d'épaisseur. Donc, c'est très, très petit. Et dans ce circuit-là, on a vraiment tout intégré là, sur une puce silicium. Donc, vous voyez, on a un signal d'entrée, on a le couplage par le côté dans ce cas-ci, les mixeurs, les photodétecteurs. Donc, tout est intégré vraiment sur la puce silicium. Dans un packaging qui est non hermétique dans ce cas-ci, donc qui nous permet également de réduire des coûts parce que chaque fois qu'on ajoute l'herméticité au produit, on rajoute des coûts supplémentaires. Donc, cette technologie-là nous permet également d'avoir un packaging non hermétique. C'est des produits qui existent déjà, qui sont déployés en volume dans nos systèmes, dans des systèmes qui vont jusqu'à 800 gigabits par seconde par longueur d'onde. Donc, on parle d'énormément de capacité là, pour un lien. Donc, ce récepteur cohérent-là peut détecter des signaux jusqu'à 800 gigabits par seconde. Donc, on a la portion récepteur, mais on a également la portion modulateur. Comme je parlais tantôt, on utilise vraiment le matériau qu'on trouve le plus approprié en fonction de la fonction requise. Dans ce cas-ci, on parle de phosphure d'indium, donc d'un modulateur également là, très faible dimension, 3 par 1 cm dans ce cas-ci. Et également, là, ces modulateurs-là sont utilisés pour faire des transmissions cohérentes. Donc, vous voyez, par exemple, ici, une constellation 16 QAM pour faire du 448 gigabits par seconde. Et on a également là, ce produit-là qui permet d'atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à 800 gigabits par seconde. Donc, vous voyez ici là, une réponse en fréquence là, de ce genre de modulateur-là là, qui va jusqu'à 50 et même au-delà de 50 gigahertz en bande passante analogique, ce qui est requis pour ce genre de système-là. Donc, c'est le genre de produits sur lesquels on travaille là, en développement. On a récemment annoncé chez Ciena une plateforme qui est la plateforme WaveLogic 5 Extreme. Donc, comme je parlais tantôt, nos modems cohérents, nos plateformes, on les appelle les WaveLogic.
Donc, 5, c'est pour dire qu'on est rendu à la 5e génération de modem cohérent qui va jusqu'à 800 gigabits par seconde. Donc, ça a été annoncé en avril 2020. Et dans différents formats, donc on a le format châssis, le format qu'on appelle plus Pizza Box, qui est le Wave Server, et des modules également le standalone qui peuvent être vendus à des clients. Et les deux produits que je vous ai présentés précédemment sont évidemment intégrés dans ces plateformes-là. Aujourd'hui, Ciena est le seul vendeur avec un produit disponible commercialement à 800 gigabits par seconde. Et on a démarré l'introduction de ce produit-là en avril l'année passée. Donc, on a déjà livré plus de 6000 de ces modems-là à plus de 75 clients depuis avril. Juste pour vous donner une idée là, des clients, vous reconnaissez probablement plusieurs de ces logos-là de clients. Donc, on parle de Verizon, TELUS, avec qui on a fait là, une démonstration de transmission à 800 gigabits par seconde sur près de 1000 km entre Toronto et Québec, qui demeure à ce jour là, un record mondial pour une transmission à 800 gigabits. Et différents clients là, internationaux. Donc, c'est tous des déploiements qui ont été annoncés là, publiquement. Donc, juste pour montrer qu'il y a énormément d'intérêt dans le marché en ce moment là, pour les systèmes là, à très haut débit chez les clients partout à travers le monde. Donc, si on regarde un petit peu on va un step un petit peu plus loin. Tantôt, je parlais de systèmes optimisés pour les dimensions. Je vous ai présenté tantôt un transmetteur, un récepteur. On a également là, développé là, ce qu'on appelle vraiment un transceiver on chip. Donc, on a vraiment le modem complet sur un chip où on a la portion électronique ici avec le DSP et également là, le FEC. Et on a la portion optique ici où on a le modulateur et le récepteur, les détecteurs et les drivers, les TIA, qui sont connectés par la suite au chip électronique qui est ici. Interface BGA aussi, qui permet de faire un reflow là, sur une carte. Les avantages de ça, il y a plusieurs avantages. Évidemment, les dimensions, ça nous permet d'avoir vraiment là, un modem de très petite dimension. Mais également, plus on pousse la limite de la technologie, plus on pousse les fréquences, on doit de plus en plus rapprocher le plus possible l'électronique et l'optique. On ne peut plus avoir des chemins très longs électriques. Il va y avoir trop de pertes aux fréquences auxquelles on travaille. Donc, on doit vraiment être très, très, très près. Donc, ça amène à une nouvelle façon de packager, je dirais, les composants optiques en utilisant les technologies qui ont été développées dans l'électronique. Donc, on parle dans ce cas-ci d'un multi-chip module. On pourrait penser également avoir de l'intégration 3D, donc des drivers, des TIA qui sont carrément mis sur le chip optique pour vraiment réduire encore plus les longueurs là, électriques vers l'optique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à utiliser ces technologies-là. Donc, on regarde ça beaucoup dans nos produits, à vraiment combiner ce qui a été fait dans le passé et les nombreux investissements dans le domaine de l'électronique et les amener vraiment à l'optique. Donc, on a un exemple ici là, directement de ce genre de technologie-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces transceivers on chip-là? Donc, vous voyez le même transceiver ici. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre je dirais, ce building block-là vraiment dans des modules, très petits modules ici. On parle de modules là, qui vont vraiment dans les systèmes de transmission que je vous ai montré tantôt. Pour vous donner une idée de la grosseur, là, ici, ce module-là, par exemple, ici, c'est peut-être la grosseur, là, à peu près la grosseur d'un iPhone, dirons, je dirais à peu près. Là. Donc, pour vous donner une idée. Et ces transceivers-là on chip vont également dans des modules encore plus petits ici qu'on appelle des QSFP-DD pour des applications, ici dans ce cas-ci, à 400 gigabits par seconde qui vont aller sur des distances d'à peu près 120 km. Pour la principale application dans ce cas-ci, c'est l'interconnexion des centres de données. Donc, tous les web providers, les Google, Amazon et tout ça cherchent à connecter leur centre de données. Donc, c'est le genre de produit qu'ils vont utiliser là, dans leur système. J'ai quasiment terminé. Juste vous donner une petite idée de ce qu'on fait à Québec. Donc, ce que je vous ai montré précédemment, c'est des produits qui sont développés dans nos installations à Québec.
Donc, on est situé dans le parc technologique à Québec. On est un des centres de recherche de Sienna. Je dis centre de recherche, mais je dirais plus centre de développement parce qu'on fait vraiment du développement de produits dans nos installations. Notre principal focus, c'est vraiment les composants à très haute vitesse, comme je vous ai présenté précédemment, avec les technologies d'intégration photonique, donc photonique sur silicium et phosphure d'indium. Donc, on a toutes les installations là, à Québec, salle blanche, tous les équipements de test, des équipements pour faire la fiabilité également, la qualification de nos produits. Donc, c'est toutes des installations qu'on a dans nos locaux à Québec. Juste très brièvement, vous montrer les expertises qu'on a également dans l'équipe à Québec. Là, on a évidemment des expertises au niveau de la conception de chips optiques, la conception de design de boîtiers, du Free Space Optics, donc l'optique en Free Space Optics, j'ai de la misère à le traduire en français, mais je pense que vous comprenez. Toute l'analyse thermique, l'analyse de stress, la conception de céramique RF à très haut débit, le test, évidemment, qui est une portion très importante au niveau, tant au niveau wafer que package. Et on a également tous les outils là, pour faire nos assemblages, que ce soit du die attach, du wire bonding, du fiber attach. Donc, c'est toutes des expertises qu'on a dans nos locaux à Québec. Donc, évidemment, on développe dans nos locaux à Québec. C'est vraiment un centre de développement de produits. Et par la suite, on travaille avec nos partenaires manufacturiers là, pour faire la production de volume. Juste une petite annonce qu'on recherche, on recherche des gens chez nous. Plusieurs postes d'ouverts, que ce soit en mécanique, en éléments finis, des technologues, des techniciens, des gens en validation de produits, des concepteurs photoniques sur silicium, des gens de procédés également d'assemblage. Donc, c'est des postes qui sont ouverts présentement. Vous pouvez consulter là, notre site web là, dans la section carrière. Tous les postes sont affichés ou vous pouvez m'envoyer un email directement aussi si vous avez un intérêt ou vous connaissez quelqu'un qui a un intérêt. Évidemment qu'on est toujours intéressé là, à recruter des gens en ce moment. Donc, ça fait le tour, Sophie. J'ai dépassé un petit peu, désolé. Pas de problème. Donc, merci beaucoup, Martin. Écoute, c'est tellement impressionnant. Quand on a vécu là, le développement des télécoms, là, c'est d'une génération à l'autre. Là, c'est toujours, on gagne toujours des ordres de grandeur. On se demande s'il y a une limite, mais sans doute qu'éventuellement, il y en aura une. On va Donc, trouver on a, d'autres façons. ouais, on a deux questions de Julien Tremblay qui sont des questions plus générales, je pense, par rapport au système de Sienna. La première, quelle activité avez-vous en R&D? Bon, ça, on a vu une partie ici. Mais est-ce qu'il y a des partenariats possibles avec Coractive? Donc, est-ce qu'il y a des interactions, des partenariats entre nos deux panélistes aujourd'hui? Collaboration avec Coractive, ben, je dirais de façon probablement indirecte. On n'a pas de collaboration directe avec Coractive parce qu'évidemment, les choses qu'on fait de notre côté, on n'a pas de produits, pour l'équipe de Québec, je parle spécifiquement, on n'a pas de produits où on développe avec de la fibre optique, à part de la fibre standard, je dirais, là, ou fibre de Corning et tout ça, où on utilise ces fibres-là, mais les fibres spéciales, on les utilise dans nos systèmes, mais via d'autres partenaires qui, eux, probablement travaillent avec Coractive. Par exemple, nos fournisseurs d'amplificateurs, Herbium, ben, il y a des fortes chances qu'ils travaillent de façon directe avec des gens comme Coractive. Mais nous au niveau où on est, je dirais, au niveau du développement, on n'a pas de collaboration directe là, avec les gens de Coractive. D'accord, merci. La deuxième question, est-ce que Sienna utilise l'amplification Raman? Est-ce que vous travaillez dans cette direction-là? Oui, il y a des systèmes de Sienna qui utilisent l'amplification Raman. Encore une fois, ce n'est pas dans notre core business, je dirais, dans l'équipe de Québec. On a une équipe là, principalement à Ottawa qui, j'ai parlé au début tantôt du terminal line system. Donc, la portion line system, c'est complètement une autre équipe qui travaille là-dessus, justement pour optimiser la transmission là, de nos données.
soit avec de l'amplification Erbium ou avec de l'amplification Raman. Donc, c'est cette équipe-là vraiment là, qui design ces line systems-là chez Ciena. Mais oui, c'est des choses qu'on regarde, l'amplification Raman. Merci. Donc, une question-commentaire d'Éric Desfonds, qui semble être nostalgique de ses années à Metro Photonics, donc il a beaucoup apprécié la présentation. Recherchez-vous des services de traitement de tranches localement étant au Canada, pour votre compagnie à Québec, par exemple pour l'épitaxie, facette coating, etc. Je crois qu'Optonic pourrait aider à créer des liens. Les Foundry Services sont en développement à Excelitas, à Vaudreuil-Dorion. Bien, c'est certain que, comme vous voyez ce qu'on fait, on travaille avec, évidemment, la conception. Je n'ai pas parlé beaucoup de cette section-là, mais c'est un bon point. J'ai parlé quand même de conception de circuits optiques et tout ça, mais il y a toute une portion qui est ce qu'on appelle le back-end process d'un wafer, où on travaille avec une multitude de partenaires, soit pour la découpe de ces wafers-là, pour effectivement toute la portion AR coating est un exemple. J'ai parlé également là, de BGA, qui est Ball Grid Array, en passant, je n'ai pas mentionné dans ma présentation, mais c'est vraiment de mettre des billes sur les wafers. Donc, ça également, c'est toutes des choses avec lesquelles on travaille avec des partenaires. Ce qu'on essaie de faire chez Ciena, ce n'est pas de tout faire à l'interne. On essaie de faire à l'interne, évidemment, là où on peut amener de la valeur, où on a des compétences, mais on ne prétend absolument pas être les meilleurs partout. Donc, il faut vraiment, évidemment s'associer avec des gens qui sont les meilleurs dans ce domaine-là. Et effectivement, on a plusieurs partenaires là, dans ces domaines-là. On est tout à fait intéressés à regarder des collaborations dans ce sens-là. Excellent. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être, j'aimerais entendre un peu plus sur l'aspect croissance hétérogène. Par exemple, pour l'intégration de laser, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Même côté, la co-intégration, tu as mentionné un petit peu avec l'électronique. Donc, présentement, vous avez l'électronique sur un chip, l'optique sur l'autre. Donc, on regarde beaucoup à mettre les deux ensemble. Donc, quelles sont les perspectives là-dessus au point de vue timeline? Quand est-ce que vous voyez que ça pourrait arriver, qu'on peut se réussir à avoir vraiment quelque chose de complètement intégré, laser, électronique? C'est une bonne question. Ce que j'ai présenté tantôt, le petit module avec l'optique et l'électronique, on parle plus là, dans le langage d'intégration 2.5D. J'ai mentionné également qu'on considérait là, avoir plus de l'intégration 3D, là, qui est vraiment de mettre des puces électroniques, par exemple, sur de l'optique. Donc, c'est des choses qui sont regardées dans l'industrie pour justement s'assurer de passer des signaux. Le premier besoin, c'est vraiment de passer des signaux extrêmement rapides. Là. Je ne vous cacherai pas qu'on vient d'introduire la plateforme WaveLogic 5, mais on travaille également sur la prochaine. Et évidemment qu'il y a des besoins là, qui sont là. Pour ce qui est de l'intégration de matériaux, je pense que ta question, Sophie, c'est plus de l'intégration de matériaux, de différents matériaux optiques. Là, pour avoir les lasers sur le chip. Pour avoir les lasers, par exemple. Je dirais que c'est encore un débat. C'est pas, je dirais que la question est encore ouverte. Il y a différentes écoles de pensée d'avoir le laser externe a ses avantages. Puis, un des principaux avantages, c'est que le laser est un des éléments qui est le plus à risque au niveau de défaillance. Okay. Donc, évidemment, dans un contexte industriel, quand on a un laser qui est intégré sur une puce optique et que si le laser brise, c'est la puce au complet qui est brisée. Donc, c'est pratico-pratique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Donc, c'est pour ça que il y a encore un débat, je dirais, du besoin réel d'avoir le laser sur l'optique pour un de ces problèmes-là. Et c'est quelque chose qui est débattu beaucoup, entre autres, là, dans toutes les discussions au niveau du co-package optics.
CPO, où les gens veulent rapprocher de plus en plus l'optique vers à l'intérieur des centres de données. Donc, il y a tout un débat en ce moment là, sur mettre le laser sur l'optique ou mettre le laser sur le côté, puis toute la portion de fiabilité et de ce qu'on appelle de serviceability, c'est-à-dire de pouvoir le changer rapidement, ça fait partie des enjeux. Là. Donc, je n'ai pas de time frame à te donner, malheureusement. OK, c'est bon. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, peut-être que je conclure sur une question un peu ouverte. Dans les systèmes de communication optique, il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de traitement de signal, il y a beaucoup de mécanique, le packaging, tout ça. Au niveau optique, photonique, c'est quoi le plus grand défi des systèmes de communication présentement? Le plus grand défi, je dirais que c'est vraiment une combinaison. J'ai parlé d'autres performances et de dimensions. Quand je dis dimension, je pense qu'il faut plus le regarder en termes de consommation de puissance. C'est difficile des fois d'être en mesure de combiner les deux. Il y a toujours des trade-offs. On veut être très performant, ça va consommer beaucoup de puissance. On veut avoir moins de consommation de puissance, on va être moins performant. Donc, il y a tout ce trade-off-là, je dirais, qui est un enjeu important parce qu'on veut tout le temps aller plus vite, consommer moins de puissance. Donc, au niveau de l'optique, c'est vraiment un challenge important de développer des composants très haute vitesse qui consomment très peu de puissance. Quand je dis optique, là, par exemple, je pense aux transmetteurs optiques. On a besoin habituellement d'avoir un driver qu'on appelle, donc une portion d'amplification. Donc, je dirais le Holy Grail, c'est d'avoir un modulateur très haute vitesse qui n'aurait plus besoin de driver, qu'on pourrait driver directement, par exemple, avec les sorties CMOS des circuits intégrés, de l'ordre de 1 volt, par exemple. C'est vers là qu'il faut s'en aller, je dirais. C'est vraiment un défi important puis qu'il faut adresser. Là. OK, c'est bon. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à l'industrie des communications de nous avoir gardés connectés pendant la pandémie aussi. Donc, c'est à la fois la fibre optique et les transmetteurs et tout ça. Et puis, je vais passer la parole à Luc Roby qui va nous annoncer nos prochains, nos prochains webinaires, peut-être. Oui, merci. Juste un peu avant, donc, si vous voulez partager, Vin et puis Martin, vos courriels, je sais que j'ai vu des demandes à cet effet. Donc, il y a des gens qui veulent avoir une communication plus personnelle avec vous. Alors, je vous invite à le faire. Le prochain webinaire aura lieu donc le 9 avril prochain, où est-ce que l'entreprise Gentech.io et puis Opsense seront donc nos deux conférenciers ou deux panélistes. Alors, merci beaucoup, Sophie, pour l'animation et merci donc à nos deux entreprises. Et merci à tous d'être présents. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.